Et si, au-delà des batailles et des traités, l'histoire du continent américain avait été écrite par les épidémies? De l'arrivée des conquistadors espagnols à l'indépendance des États-Unis, les maladies infectieuses ont influencé le destin de tout un territoire, mais aussi du monde. Je suis Charlotte Baris et vous écoutez Les virus à la conquête des Amériques, une série originale de La Loupe, le podcast quotidien de l'Express. Épisode 1, Christophe Colomb et l'importation de maladies. La pestiférée est coupée du reste du monde. J'ai l'air d'être infectée. Pandémie. C'est pandémie. Fièvre, soif dévorante, taches sur le corps. We have the best medicines in the world. L'épidémie, c'est qui diffuse sur le peuple. Una pandemia. La contagion se répandit dans tous les quartiers de la ville. Il y a un an, nous vous emmenions, chers auditeurs, à la découverte des premières épidémies rencontrées par l'homme. À travers 5 grandes périodes de l'Antiquité, nous avons étudié comment se formaient les pandémies et leur influence dans l'histoire. Nous avons donc décidé de poursuivre ce récit en prenant la direction du continent américain. Et pour nous accompagner, nous retrouvons le professeur Renaud Piarou, chef de service à la Pitié-Salpêtrière, spécialiste des maladies infectieuses et auteur de « Sapiens et les microbes, les épidémies d'autrefois ». Ce qu'on va essayer de voir, c'est comment, à cette période-là, se crée le monde qu'on connaît aujourd'hui, avec le bloc occidental en particulier, l'Europe de l'Ouest, les Amériques, l'Australie, l'Océanie, on n'en parlera pas là, mais on va comprendre que c'est tout ce fonctionnement qui va se faire. Et on va voir qu'au travers de la création de ce monde-là, qui joue un rôle extrêmement important maintenant, on va retrouver le rôle d'un certain nombre de microbes, de virus, qui ont joué un rôle vraiment essentiel, vraiment capital, et ça a créé ce monde, et ça en a fallu aussi les frontières, je sais pas, entre les États-Unis, le Canada, les pays d'Amérique du Sud. Enfin, tout ça tient dans une histoire qui est construite beaucoup avec les microbes. Avant de prendre la direction du continent américain, notre récit débute en Europe. Nous sommes en pleine Renaissance, à la fin du XVe siècle. L'Europe, à ce moment-là, est dominée d'un point de vue commercial par les cités de Venise et de Gênes qui contrôlent la Méditerranée. Mais c'est compliqué parce que d'abord, la peste est là. C'est-à-dire que le commerce est entravé par la peste. Il y a beaucoup d'épidémies de peste qui arrivent dans les ports. L'odeur des cadavres flottait dans l'air comme un poison. Un fléau, plus cruel et plus impitoyable que la guerre, s'était abattu sur nous. La peste semait la mort dans tout le royaume. Il y a, depuis quelques dizaines d'années, l'Empire ottoman qui a émergé. Et ça coupe les routes de la soie. Et donc, le commerce est un peu entravé aussi de ce côté-là. Et puis, finalement, l'Europe de l'Ouest, complètement à l'autre bout, l'Espagne, le Portugal, puis après ce sera la France et l'Angleterre, sont un peu mis de côté. Ils sont pas au centre du jeu. Sont des petites nations et qui, tout d'un coup, vont aller jeter leur regard vers le sud et leur regard vers l'ouest et découvrir qu'il y a un autre monde ailleurs. Mais le Portugal est allé chercher ce qui se passait plus au sud et commence à s'implanter le long de l'Afrique. Et le pays qui nous intéresse particulièrement dans cet épisode, c'est l'Espagne. L'Espagne connaît aussi une période tout à fait extraordinaire à ce moment-là, puisque c'est la période de la Reconquista. En fait, c'est le moment où l'Espagne est en train de naître, avec les 2 principaux royaumes, qui sont le royaume d'Aragon et le royaume de Castille. Et on a donc Ferdinand d'Aragon et Isabelle la catholique, qui se sont mariés et qui essayent d'unifier l'Espagne, de lui donner une langue qui est l'espagnol, le castillan. C'est à ce moment-là que le castillan va prendre le dessus et que se termine leur guerre contre les Sarrasins qui sont là depuis le 8e siècle. Et on est à la période du siège de Grenade, le dernier épisode de la guerre contre le monde musulman sur le territoire de l'Espagne. Et ça, c'est intéressant, ce siège de Grenade, parce que le siège a été finalement assez peu meurtrier en termes de combat, mais beaucoup en termes de maladies infectieuses. En particulier, on a des problèmes de diarrhée, d'hépatite et surtout une maladie qui s'appelle le typhus, mais qui tue infiniment plus de monde que la guerre. Et ça, c'est le quotidien de l'Europe finalement. Il y a la variole,
qui est là maintenant comme une maladie infantile. Il y a la rougeole, il y a la peste, qui vient par épidémie, et il y a le typhus. Enfin, les Européens vivent dans un monde extrêmement riche en microbes et doivent affronter depuis des générations des microbes auxquels finalement ils vont apprendre petit à petit à résister. Apparaît alors un personnage bien connu, Christophe Colomb. Le navigateur italien pense pouvoir trouver une nouvelle route vers la Chine, le Japon et l'Inde en naviguant vers l'ouest. Il parvient à convaincre les souverains espagnols de financer son expédition. Nous sommes en 1492. Le problème n'est pas tellement de penser que la Terre était ronde. Je crois que tout le monde était à peu près, enfin en tout cas, c'était quelque chose de pas du tout révolutionnaire. Par contre, Christophe Colomb pensait que c'était pas très loin, que le diamètre de la Terre était pas si grand que ça et que on y arrivera assez facilement. En ce sens, il s'est complètement planté. D'ailleurs, les érudits de l'époque disent qu'il se plante. Mais bon, pourquoi pas essayer? Et je pense que les souverains espagnols se sont dit, bon, si on envoie une centaine de personnes, 3 bateaux, une caraque, un bateau un peu plus gros, et puis 2 caravelles, on verra bien ce qui se passe. Je crois que c'est vraiment ça l'état d'esprit, et c'est comme ça que Christophe Colomb est parti. Donc il va descendre d'abord, passer vers les Canaries, puis ensuite partir plein ouest. Il arrive aux Bahamas, probablement. Il voit des tribus locales, pas du tout organisées, enfin plutôt peu habillées. Bon, il sympathise avec, et puis ensuite il continue son périple. Il arrive à Cuba, il croit qu'il est en Chine, mais c'est pas tout à fait la Chine encore. Et de là, il va aller jusqu'à ce qui va être Haïti, en tout cas l'île qu'il va appeler Hispaniola. Et là, il va commencer à s'installer et nouer des relations avec les peuples locaux. Il y a des petits royaumes. Sur l'île d'Hispaniola, il y a peut-être 300 000, 500 000, peut-être un peu plus de monde. Quand même, ça, c'est assez peuplé. Terre. Mouillez l'âme! En vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je déclare espagnole cette terre. À son arrivée, Christophe Colomb reçoit un accueil plutôt chaleureux de la part de la population locale, les Taïnos. Ce premier voyage d'exploration est l'occasion pour le navigateur de rentrer en Espagne avec, à bord de ses bateaux, quelques indigènes. Christophe Colomb est accueilli comme un héros et là, ça fait vraiment sensation. Alors en même temps, il en profite, enfin, c'est pas lui, c'est très involontairement, mais c'est le moment où très probablement la syphilis arrive en Europe et qui va donner une maladie extrêmement grave, beaucoup plus grave que celle qu'on a aujourd'hui, parce que justement, ça, c'était une maladie que les Européens ne connaissaient pas. Les Européens n'avaient donc pas un système immunitaire. Bref, la souche était extrêmement agressive pour les Européens. Et ça va s'atténuer progressivement. Et donc, la syphilis va être un peu la première pandémie qui va impliquer à la fois le Nouveau Monde, les Amériques, et l'Europe, l'Asie et l'Afrique. Christophe Colomb retourne à Hispaniola en 1493 avec cette fois-ci une flotte bien plus importante, plus d'1 millier d'hommes. Une petite armée qui doit lui permettre de prendre l'île au nom des souverains espagnols. Espérant pouvoir devenir gouverneur et garder une partie des richesses, le navigateur doit retrouver la quarantaine de soldats qu'il a laissés en poste durant son absence. Ça s'est mal passé pour ceux qui sont restés sur place. Un petit peu abusé quand même de vols, de rapines, de viols et tout ça. Ça finit par agacer. Et tout invulnérables que sont les Européens, quand même, une quarantaine dans un pays qui leur devient hostile. Bon, bref, ils sont tous morts. Il ne reste plus personne. Alors Christophe Colomb est énervé. Ça augmente l'agressivité des Espagnols. Comme en plus il y a des dissensions entre les royaumes taïnos, une guerre a lieu et l'Espagne s'installe comme ça, prend le contrôle d'Hispaniola dans ce contexte en menant une guerre. 2 autres éléments vont jouer, les épidémies. Beaucoup de problèmes d'épidémie. Alors, les Espagnols s'en plaignent, mais étant donné qu'il s'agit de germes qui arrivent souvent d'Espagne, évidemment, les Taïnos en sont encore plus victimes. Il y a la variole qui va arriver. La première épidémie de variole, c'est 1507, en tout cas dans un rapport de l'OMS. Donc, c'est pas tellement longtemps après, quoi. C'est une quinzaine d'années après. Il y a des hépatites ou quelque chose qui donne des jaunisses. Il n'y avait pas de variole. Je n'ai pas parlé de la tuberculose, la rougeole, mais il n'y avait pas de palu non plus, pas de fièvre jaune, pas de bilharziose. Enfin, plein de maladies arrivent comme ça. Et
à la fois le paysage va changer, parce que la culture va changer le paysage, et le paysage compte énormément dans les maladies aussi, et les microbes qui existent vont changer. Les Taïnos n'ayant jamais rencontré ces maladies, ils n'y sont pas immunisés, contrairement aux conquistadors. Les Espagnols sont donc arrivés avec leurs microbes, mais aussi avec leur religion et leur organisation. On attribue à chaque Espagnol un territoire, une propriété, un groupe de servants, de serviteurs, mais en réalité des esclaves. Et puis, alors, on va mettre les hommes à travailler, à chercher de l'or, parce que quand même, le truc, c'est ramener de l'or, et il faut... donc, dans les rivières, parce qu'ils en ont trouvé un peu dans les rivières, et puis ensuite dans des mines. Et puis, les femmes et les enfants sont dans les encomiendas, font les travaux agricoles, et ça se passe mal. Ils travaillent trop, pour nourrir les très jeunes enfants, c'est compliqué. Il y a de la famine, les gens meurent de maladies, de famine, tout ça est très mélangé. Et ça commence à inquiéter. Il y a de quoi s'inquiéter d'ailleurs, parce qu'il y a de moins en moins de Taïnos. Et donc, quand on veut faire fortune, il faut de la main-d'œuvre. Mais un des premiers bénéficiaires des encomiendas est un prêtre qui s'appelle Bartolomé de las Casas. Au début, il était dans le système, et puis après, il s'est aperçu que ça n'était absolument pas acceptable. Et il va dénoncer justement la cruauté des Espagnols vis-à-vis des Taïnos, et il va défendre les Taïnos. Après la fin des guerres et la mort de tous les hommes, ne restant généralement que les jeunes garçons, les femmes et les enfants, il les partageait entre eux, donnant à l'un 30, à l'autre 40, à un autre 100 ou 200, selon la faveur que chacun obtenait auprès du tyran majeur, qu'ils appelaient gouverneur, et ainsi partagés, chaque chrétien leur donnait ce prétexte, qu'il les enseignerait aux choses de la foi catholique, étant généralement tous des idiots et des hommes cruels, très cupides et vicieux, les faisant prêtres des âmes. Et le soin ou l'attention qu'ils avaient pour eux était de les envoyer dans les mines pour extraire de l'or, ce qui est un travail intolérable, et ils mettaient les femmes dans les fermes, qui sont des exploitations agricoles, pour creuser les cultures et cultiver la terre, un travail pour des hommes très forts et robustes. Ils ne donnaient de nourriture ni aux uns ni aux autres, sauf des herbes et des choses qui n'avaient aucune substance. Le lait se tarissait dans les seins des femmes qui venaient d'accoucher, et ainsi toutes les créatures mouraient rapidement. Et comme les maris étaient séparés, ne voyant jamais leurs femmes, la reproduction cessait parmi eux. Ils mouraient dans les mines, de travail et de faim, et elles dans les fermes, de la même manière. Et ainsi se terminaient de telles multitudes de gens de cette île, et ainsi auraient pu se terminer tous les peuples du monde. Et les mêmes chrétiens se faisaient porter dans des hamacs, qui sont comme des filets, sur le dos des Indiens, car ils ont toujours utilisé ceux-ci comme des bêtes de somme. Dire aussi les coups de fouet, les coups, les gifles, les coups de poing, les malédictions et autres 1000 genres de tortures qu'ils leur infligeaient dans le travail, en vérité cela prendrait beaucoup de temps et de papier pour tout dire, et ce serait effrayant pour les hommes. La situation d'Hispaniola est pas très bonne. Et puis Christophe Colomb revient. C'est tellement pas bien que à un moment il rentre les fers aux pieds parce qu'il est accusé d'être trop cruel. Dans ces conditions, la population locale des Taïnos va connaître un véritable effondrement. Alors les Espagnols, pour pouvoir poursuivre leur conquête de la région, vont devoir faire venir des esclaves. Se met donc en place le commerce triangulaire. L'esclavage existe depuis la nuit des temps. On l'avait à Rome, il y avait des esclaves, des gladiateurs et tout ça. Les Arabes aussi allaient récupérer des esclaves en Afrique. Et là, c'est les Portugais qui ont installé des comptoirs. Après, il ne faut pas s'inquiéter, les Français et les Anglais vont s'y mettre aussi. Mais les Portugais ont installé des comptoirs en Afrique et essentiellement, ce qu'ils essayent de récupérer, c'est ces esclaves qui font parvenir donc dans les Caraïbes. Et là, dans les Caraïbes, les esclaves sont mis au travail. Et puis, la production qui est faite, le thé, le café, le sucre, sont ensuite acheminés vers l'Europe. Et donc, ça fait la richesse, y compris en France, mais ce sera plus tard. Des villes comme Nantes, Bordeaux ont vraiment eu un essor grâce à l'esclavage. La conséquence aussi, c'est que non seulement les peuples amérindiens se retrouvent face aux maladies européennes, mais tant qu'à faire, ils récupèrent aussi les maladies africaines, parce qu'avec ce commerce triangulaire, il y a des passagers clandestins qui arrivent, qui sont sur des moustiques, comme le moustique qui transmet la fièvre jaune, qui s'appelle Aedes aegypti. Il vient d'Afrique. Il s'installe, par exemple, sur l'île d'Hispaniola.
mais pas que, sur tout l'ensemble de la Mésoamérique et en Amérique du Sud, y compris en Amérique du Nord aussi. Le paludisme, alors lui, il n'a pas besoin, il va trouver sur place des moustiques qui vont très bien, donc ça ira bien aussi. La fièvre jaune, et puis plein d'autres maladies. J'affirme que jusqu'à ce que toutes les multitudes de gens de cette île aient été tués et dévastés, que je puisse croire et conjecturer, ils n'ont jamais commis contre les chrétiens un seul péché mortel qui aurait pu être puni par les hommes. Et ceux qui sont uniquement réservés à Dieu, comme le sont les désirs de vengeance, la haine et le ressentiment que ces gens pouvaient avoir contre des ennemis aussi capitaux que l'étaient les chrétiens pour eux, je crois que cela est arrivé à très peu d'Indiens. Et ils n'étaient guère plus impétueux et rigoureux, par la grande expérience que j'ai d'eux, que des enfants ou des jeunes garçons de 10 ou 12 ans. Et je sais par une science certaine et infaillible que les Indiens avaient toujours une guerre très juste contre les chrétiens, et les chrétiens aucune. Ils n'ont jamais eu de guerre juste contre les Indiens. Au contraire, tout était diabolique et très injuste, et bien plus que celle de n'importe quel tyran que l'on puisse dire dans le monde. L'arrivée des Espagnols va se solder par la disparition des Taïnos. On était à 300 000, 500 000, peut-être plus. Là, 50 ans après, il y en a quelques milliers. Et quand on va même sur des études beaucoup plus récentes, et là je parle de Saint-Domingue, c'est-à-dire l'île qui s'appelle maintenant comme ça, mais c'était Hispaniola. Quand on regarde que ce soit en République dominicaine ou en Haïti, les deux pays qui sont présents là, quand on regarde les gènes, on ne trouve pratiquement pas de gènes de Taïnos. C'est-à-dire que le génocide est allé jusqu'à la disparition de ce peuple-là, du moins sur ces deux îles. On en trouve un peu sur les autres îles des Caraïbes. La disparition d'un peuple causée par un désir de conquête et des épidémies importées. Le bilan de l'arrivée des Espagnols en Amérique ne va pas s'arrêter là, et c'est ce que nous allons voir dans la suite de cette série, direction l'Empire aztèque, au cœur du Mexique. Nous serons toujours accompagnés de Renaud Piarou, spécialiste des maladies infectieuses et auteur de « Sapiens et les microbes, les épidémies d'autrefois » aux éditions du CNRS. Pour ne pas manquer cet épisode, pensez, chers auditeurs, à suivre La Loupe sur votre plateforme d'écoute, par exemple Deezer, Apple Podcast ou Podcast Addict. Les virus à la conquête des Amériques est une série originale de La Loupe, le podcast quotidien de l'Express, réalisé par Jules Cros et Sébastien Salis avec Evelyne Dulliot.